Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 16h18 UTC et aujourd'hui on va aborder les vitesses. Aujourd'hui on va parler IAS, TAS, CAS, Mach. On va voir qu'en aviation on n'utilise pas une seule référence de vitesse, mais on en a plusieurs. Chacune possède ses propres utilités et spécificités. Comme d'habitude, je t'affiche ici quelques vidéos à avoir vues pour mieux comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Dans ma précédente vidéo, on a vu que pour les vitesses verticales, on utilisait le pied par minute, et qu'en général, pour des vitesses horizontales, on utilisait le nœud. En aéronautique, on n'utilise pas une seule vitesse, on va utiliser plusieurs références, plusieurs vitesses, en fonction de ce que tu as besoin comme information. La première, c'est l'IAS, ou vitesse indiquée. Celle-là, elle est simple, comme son nom l'indique, c'est la vitesse que tu vas lire sur ton instrument, c'est la vitesse que tu vas lire sur ton badin. L'IAS, c'est la vitesse de pilotage, c'est celle que tu vas utiliser pour ton atterrissage, c'est celle que tu vas utiliser pour tes manœuvres, par exemple des virages à grande inclinaison, mais c'est aussi cette vitesse qui sera la vitesse réglementaire, quand par exemple tu as des espaces aériens où tu ne peux pas excéder une certaine vitesse, et c'est également de cette vitesse dont tu vas parler quand ton contrôleur te demandera d'évoluer à une certaine vitesse. L'IAS, elle est calculée grâce à ton badin, qui lui-même fonctionne grâce à sa sonde pitot et à la prise statique. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder ma vidéo concernant les instruments. En quoi l'IAS est la vitesse de pilotage ? Eh bien, pour voler, un avion a besoin de portance. La portance est un principe que nous détaillerons dans une vidéo dédiée. Mais disons schématiquement qu'un avion, pour voler, a besoin de suffisamment d'air qui s'écoule au niveau de l'aile. Prenons un exemple tout à fait schématique. Imagine que pour voler, il a besoin de 2 molécules d'air à la seconde. Le pilote va donc régler sa vitesse, son IAS, pour que 2 molécules d'air s'écoulent sur l'aile à la seconde. Imaginons que cela représente 100 nœuds sur l'instrument. Au sol, on le sait, la pression est forte, les molécules d'air sont donc proches. Il va donc parcourir en une seconde une petite distance. En revanche, plus tu montes en altitude, plus la pression diminue, plus les molécules se détendent et donc se séparent. Donc pour continuer de voler, l'avion a toujours besoin de ces 2 molécules par seconde, de ces 100 nœuds. Mais comme tu le vois, vu que les molécules sont plus espacées, afin de maintenir ces 2 molécules par seconde, l'avion a besoin de parcourir plus de distance. Ici, donc, l'IAS reste le même, c'est les 100 nœuds, c'est la vitesse qui te permet d'avoir ces 2 molécules par seconde qui s'écoulent sur l'aile, mais structurellement, l'avion évolue plus rapidement. Très schématiquement, un avion en altitude a donc besoin d'évoluer plus rapidement afin de maintenir une même portance. Deuxième point, vu que la pression est moindre en altitude, eh bien l'avion peut structurellement aller plus vite, puisque la pression qui s'exerce sur la carlingue est moins importante. Mais ne t'en fais pas, nous reviendrons sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. L'IAS, c'est donc la vitesse de pilotage. Mais comme on l'a vu, elle fonctionne grâce à l'aide de la sonde pitot et grâce à l'aide de la prise statique. Mais comme c'est des systèmes mécaniques, eh bien, elle n'est pas tout à fait exacte, puisqu'il y a des forces physiques telles que le frottement qui font que la vitesse prise par ces outils n'est pas tout à fait exacte. Il a donc fallu trouver une vitesse pour corriger cette valeur. Donc, si on souhaite corriger notre vitesse des erreurs instrumentales, des erreurs notamment dues au frottement, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle la CAS, ou vitesse conventionnelle. Donc la CAS, c'est en fait l'IAS corrigé des erreurs instrumentales. La CAS, en fait, elle est égale à 1/2 d'euro de la vitesse au carré. Bon, ça, c'est des maths, c'est pas très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la CAS, c'est en fait la vitesse que tu vas trouver dans le manuel de vol de ton aéronef. Mais en général, sur des petits aéronefs, l'IAS et la CAS ne sont pas vraiment différents, donc pour le pilotage, on se contente d'exploiter l'IAS. Donc nous avons notre IAS, si on la corrige des problèmes de frottement, on obtient notre CAS, mais en plus des problèmes de frottement, nous avons également des problèmes de compressibilité de l'air. En effet, on en a déjà parlé dans mes vidéos concernant l'atmosphère, l'air est un fluide et c'est un fluide compressible. Alors quand on évolue à des petites vitesses, effectivement on peut considérer que l'air est incompressible. En revanche, quand tu commences à évoluer à des vitesses plus importantes, comme 250 ou 300 nœuds, eh bien à ce moment-là, il faut prendre en compte la compressibilité de l'air. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'à de très grandes vitesses, forcément, l'avion va très vite, l'air qui rentre dans la sonde pitot arrive avec une très forte pression, et du coup, eh bien, ça va fausser les instruments. Donc si tu décides de corriger ton IAS des problèmes de frottement plus des problèmes de compressibilité de l'air, tu obtiens alors l'EAS. Bon, globalement, l'EAS,
Ça reste quand même quelque chose de très théorique et très mathématique, donc c'est quelque chose d'une manière générale d'un niveau PPL qu'on va assez peu exploiter. Donc si on résume à nouveau, on a donc notre IAS, si on le corrige des problèmes de frottement, on obtient notre CAS, et si en plus on le corrige des problèmes de compressibilité de l'air, on obtient notre EAS. Enfin, dans nos vitesses, on va avoir des problématiques aussi liées à l'altitude. Donc la compressibilité de l'air et le frottement ne sont pas les seules sources d'erreur pour la sonde Pitot. L'altitude est également un des éléments qui va fausser les données indiquées par ton badin. Si on doit expliquer schématiquement pourquoi les instruments se faussent avec l'altitude, eh bien il y a deux raisons. La première, on l'a vu dans ma vidéo concernant les instruments, que ce soit la sonde Pitot ou la prise statique, fonctionne avec la pression. Et on le sait, au plus on prend en altitude, au plus la pression diminue. Il est donc facile à comprendre que s'il y a moins de pression, eh bien ces outils qui fonctionnent avec la pression ont tendance à sous-estimer des vitesses, à sous-estimer les valeurs qu'ils indiquent. La deuxième raison, c'est que ça reste des outils et que ces outils, il a fallu les calibrer et donc pour les calibrer, on a choisi de prendre comme référence l'atmosphère standard. Or, on le répète assez souvent sur la chaîne, dans la vraie vie, on est assez rarement en conditions standard. Avec tous ces éléments en tête, il est donc facile de comprendre que au fur et à mesure qu'on prend de l'altitude, eh bien, il faut ajuster la valeur indiquée par les instruments. Et cette valeur, eh bien, on va l'ajuster de la pression et on va l'ajuster également de la température. Il a donc fallu trouver une vitesse pour corriger la diminution de la pression avec l'altitude. Pour calculer ta tasse, il faut partir de la CAS. La CAS, on l'a vu, c'est une vitesse assez théorique, une vitesse calculée par le constructeur et c'est surtout une vitesse qui s'appuie sur l'atmosphère standard. La tasse, elle se calcule de la manière suivante. Tu vas partir de ta CAS et tu vas rajouter 1% de vitesse tous les 600 pieds d'altitude. Ce à quoi tu vas ajouter ou retirer 1% de vitesse tous les 5 degrés d'écart avec l'atmosphère standard. Prenons un exemple. Imaginons que tu évolues à 15 000 pieds d'altitude, que ta température soit de moins 10 degrés Celsius et que ta CAS soit de 220 nœuds. Pour passer de ta CAS à ta true airspeed, à ta tasse, eh bien, il faut d'abord faire une correction d'altitude. Donc on a vu qu'il fallait appliquer plus 1% tous les 600 pieds ou plus 10% tous les 6000 pieds. Donc tu fais 15 000 divisé par 600, ça te fait 25, soit 25%. On l'a vu, il faut également appliquer une correction de température. Alors là, on évoque le fait qu'il fasse moins 10. Si on applique l'atmosphère standard et la décroissance standard de la température, normalement, à 15 000 pieds, il est censé faire moins 15 degrés. Tu as donc une différence de 5 degrés. Donc tu te souviens, pour la correction de la température, on a dit qu'il fallait retirer ou ajouter 1% de vitesse tous les 5 degrés d'écart avec l'atmosphère standard. Donc là, en l'occurrence, on a 5 degrés plus chaud, donc on va faire plus 1%. Si on avait eu 5 degrés plus froid, on aurait fait moins 1%. Donc pour obtenir notre tasse, il faut donc additionner 26% à notre CAS, soit 220 nœuds plus 26%, ce qui nous fait une tasse de 277 nœuds. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'au plus on va monter en altitude, eh bien, au plus la différence entre notre vitesse vraie et notre vitesse indiquée va être importante. À haute altitude, la tasse est donc la vitesse exploitée. Alors je te rassure, ça c'est des calculs qu'on peut te demander dans la théorie, mais quand tu seras en vol, si tu as besoin de ta tasse, eh bien en général elle te sera communiquée par tes instruments de bord. Par exemple ton GPS. Et même sur des altimètres un peu plus anciens, tu peux faire correspondre ta vitesse et ta température afin d'obtenir ta tasse. Ce qu'on va constater, c'est donc qu'au plus on monte en altitude, au plus notre tasse, eh bien, elle va différer et elle sera importante par rapport à notre IAS ou notre CAS. Dans un cadre PPL, en général, c'est vrai que la tasse, elle va pas être trop exploitée. Mais si un jour tu commences à aller sur de l'aviation, on va dire dans lesquelles tu évolues à des altitudes plus élevées, eh bien, c'est cette vitesse-là que tu vas utiliser. Donc on résume, on a notre IAS, si on le corrige des problèmes de frottement, on obtient notre CAS, si on le corrige elle-même des problèmes de compressibilité de l'air, on obtient notre EAS, et si on corrige ça avec tous les problèmes de compensation de pression et de température, on obtient notre tasse. Allez, on continue, c'est pas terminé, il nous reste aussi à corriger notre vitesse avec le vent. Et si tu corriges ta vitesse avec le vent, tu obtiens ce qu'on appelle ta ground speed ou vitesse sol. La vitesse sol, eh bien en fait, c'est ta tasse corrigée du vent effectif. Le vent effectif, c'est le vent de face ou de dos, contrairement au vent relatif qui lui est le vent sur le côté. Mais ça, on le développera dans une prochaine vidéo. Donc, si tu corriges ta tasse
de ton vent relatif, tu obtiens ce qu'on appelle ta vitesse sol. Et forcément, au plus tu as du vent de face, au plus tu iras doucement, au plus tu as du vent dans le dos, au plus ton aéronef évoluera rapidement. La vitesse sol, elle est très importante. En effet, c'est celle qui va te permettre de calculer ton temps de vol entre deux points. C'est donc elle qui va te permettre de calculer notamment ton bilan carburant. La vitesse sol, on verra dans une prochaine vidéo qu'on peut arriver à la calculer ou en tout cas à l'estimer et à l'anticiper. Mais sache aussi qu'aujourd'hui, les glass cockpit ou en tout cas pas mal d'instruments peuvent te donner ta vitesse sol. Petite parenthèse dans la vidéo, toutes les vitesses qu'on a évoquées, eh bien, tu peux les voir écrites comme je te l'ai écrit avant dans la vidéo, mais tu peux aussi les voir écrites avec un K devant pour indiquer qu'elles sont en nœud. Autre élément, le vent, eh bien, c'est un facteur important sur la vitesse sol, mais ce n'est pas le seul. En effet, si on reprend mon premier schéma, on a constaté qu'avec la baisse de la pression, un aéronef qui gagne en altitude va, pour maintenir une même portance, naturellement devoir aller plus vite. Il va donc parcourir plus de distance par rapport au sol. Voilà, tu sais donc maintenant pourquoi les avions de ligne évoluent à des altitudes relativement hautes. Le but est de gagner du temps, mais il y a aussi derrière un objectif de sécurité, puisqu'en effet, au plus tu as de l'espace entre le cockpit et le plancher des vaches, au plus tu as du temps pour réagir en cas de problème. Quand un avion évolue à basse altitude, il a des problématiques de pression. En effet, on le sait, la pression est forte à basse altitude, la pression est importante, donc au plus l'avion va aller vite, au plus la pression sur la structure de l'appareil sera forte. Un avion à basse altitude, il est donc limité dans sa vitesse à cause des problématiques structurelles de pression. À haute altitude, eh bien, c'est différent. Il n'y a plus de réelles problématiques de pression, mais la problématique, ça devient le mur du son. En effet, la plupart des aéronefs sont des avions subsoniques, c'est-à-dire qui sont structurellement étudiés pour évoluer à des vitesses inférieures à celles du son. Si jamais ces avions étaient amenés à aller plus vite que la vitesse du son, eh bien, ils ne résisteraient pas structurellement et leurs réacteurs ne sont pas adaptés pour résister à l'onde de choc causée par le passage de ce qu'on appelle le mur du son. Certains aéronefs peuvent évoluer à des vitesses supersoniques, c'est-à-dire au-dessus de la vitesse du son, tels que des avions de chasse ou à l'époque le Concorde. Donc en altitude, pour pallier au risque du passage du mur du son, on va utiliser comme référence le Mach. Le Mach, c'est donc en fait ton rapport par rapport à la vitesse du son. Ainsi, si tu évolues à 1 Mach, eh bien, tu évolues à la vitesse du son. Si tu évolues à 2 Mach, eh bien, tu évolues à 2 fois la vitesse du son. Et par exemple, un avion de ligne va lui évoluer à 0,8 Mach. Petite précision pour ta culture générale, un avion subsonique n'ira jamais à une vitesse comme 0,99 Mach. Pour quelle raison? Eh bien, c'est pour des questions de sécurité. En effet, on le verra dans des prochaines vidéos, la vitesse d'écoulement de l'air n'est pas la même tout autour de l'avion. Il y a des parties de l'avion, comme par exemple l'extrado, c'est en fait le dessus de l'aile, où la vitesse de l'air va beaucoup plus vite, par un effet Venturi. Mais donc, si ton avion, lui, évolue à 0,99 Mach, eh bien, ton dessus, ton aile, elle, irait déjà beaucoup plus vite que la vitesse du son. C'est pour ça que les constructeurs, les aéronefs, évoluent toujours avec des marges de sécurité par rapport à la vitesse du son. Autre élément de culture générale, la vitesse du son, eh bien, c'est pas quelque chose de fixe. La vitesse du son, elle va dépendre de la densité de l'air et notamment de la température. Ainsi, la vitesse du son ne sera pas la même proche du sol qu'en altitude. Si tu veux briller en société et t'amuser à calculer la vitesse du son, en gros, je crois que c'est 20,05 fois la racine carrée de la température en Kelvin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les vitesses, eh bien, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'hyper important. Donc on aura l'occasion d'y revenir dans de prochaines vidéos concernant la navigation ou tout simplement dans de prochaines capsules. Il faut aussi que tu saches que quand tu vas passer ton ATPL, ou ton PPL théorique, eh bien, tu auras pas mal de questions là-dessus. Donc il faut bien les bosser. D'ici ma prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien et à très bientôt.